Se comprendre pour aller mieux, c'est pour moi les clés de l'accomplissement. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point la notion d'accomplissement est un thème central dans mes travaux. Et on ne fait rien sans avoir l'objectif de s'accomplir à terme. C'est-à-dire que nous devons considérer que tous nos mouvements psychiques, notre construction psychique, nos comportements, nos attitudes, nos relations, la façon dont nous engageons à l'égard d'autrui, en fait, sont interdépendants de la façon dont nous nous sommes construits psychiquement. Et la façon également dont nous avons pu opérer des relations ou observer des relations très très tôt dans l'enfance, c'est-à-dire véritablement dans la cellule familiale d'origine. Et tout ceci préfigure de la suite. Le Louvre-Lens, c'est quand même un lieu de réflexion, d'observation, d'admiration. Et c'est à peu près ce que je vous propose de faire vis-à-vis de l'être humain, ou plutôt que de le vilipender, le fustiger dans ses comportements parfois négatifs à votre égard, quand il y a des disputes, des conflits, des dissensions. Vous pourriez plutôt commencer par observer ce qui se passe et vous dire, en tant que première clé de compréhension, que quand quelqu'un se comporte mal à votre égard, ce n'est pas forcément de votre fait, mais c'est ce qui le traverse lui. Et ce sont des paysages mentaux très complexes, avec en fait l'illustration de 3 questions existentielles. Ces 3 questions qui sont proposées par Emmanuel Kant, le philosophe allemand, enfin prussien à l'époque. Que puis-je savoir? On voit là une maman éléphant et son petit éléphanteau. Et effectivement, nous sommes comme dans cette scène de vie-là, nous sommes à la croisée des chemins entre tout le vécu de nos parents et ce qu'éventuellement ils vont nous transmettre, ou de manière complètement intellectualisée, consentie, consciente. Ils veulent nous apprendre des choses, nous, leurs enfants, d'accord ? Et puis il y a aussi tout ce qu'ils transmettent de manière totalement inconsciente. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est un bel héritage? Est-ce que c'est un héritage lourd dans un transgénérationnel compliqué? Donc, que puis-je savoir du monde au vu de ce que me dit mon parent, mes parents, ma famille? Que dois-je faire avec tout ça? Voilà un petit zébro qui est tout seul dans la savane, autrement dit en danger. Et quand on commence à s'émanciper, à s'autonomiser, qu'est-ce que l'on doit faire pour prendre soin de soi? Et vous verrez qu'au cours de cette conférence, il y a effectivement une clé de compréhension extrêmement importante à découvrir qui va vous permettre d'avoir une boussole intérieure et de transmettre à vos enfants, à vos proches, cette même idée de boussole intérieure. Et puis, dans la question relationnelle, qu'est-ce qu'il m'est permis d'espérer? Là, nous avons un couple de lion et lionne. Dans la question relationnelle, comment nous agissons, comment nous recevons les actions de l'autre, qu'est-ce que nous représentons pour l'autre et qu'est-ce qu'il représente pour nous? Et qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de bonheur? Parce que s'il y a bien une civilisation actuellement qui est celle du droit au bonheur, c'est la nôtre. Nous avons exponentialisé les divorces parce que dans le fond, nous avons droit au bonheur. Avant, on n'avait pas ce droit-là. En tout cas, on ne le revendiquait pas. Aujourd'hui, si. Alors, vous voyez qu'on peut se demander comment on se construit dans la vie psychique. Là, vous avez des enfants avec une foultitude de jouets, ils ont l'air assez réjouis, ce sont mes filles. Et elles ont servi de laboratoire expérimental à la mère que j'ai été, qui, moi-même, n'ai pas eu la mère que je suis devenue. Donc, il a bien fallu que j'imagine quelque chose de construit pour construire le psychisme, la vie psychique de mes enfants. C'est d'autant plus important que cette construction-là va nous servir de terreau de base et au risque de nous faire répéter des situations. Malheureusement, si l'on n'en prend pas conscience, nous serons confrontés à l'idée que si nous reproduisons ce qui parfois nous fait souffrir, sans que nous en prenions connaissance, sans que nous en ayons conscience, eh bien nous risquons de passer à côté et de la relation et de notre propre bonheur. Donc c'est un enjeu considérable.
Un bébé, c'est un terrain à bâtir. Quand il ne naît pas avec des désirs, des envies, il naît juste avec des besoins et une logique absolument imprescriptible. C'est l'idée qu'un bébé seul, ça n'existe pas. Un bébé peut se construire que grâce à son entourage. En fait, cette stimulation cognitive, cette présence affective, cet enrichissement amoureux des parents qui sont censés poser sur le berceau de ce bébé un regard vraiment d'amour, eh bien tout ça l'amène à se construire et à observer. Et on peut dire que Sigmund Freud a été celui qui a le plus clairement, disons, c'est pas le premier mais c'est le plus clair, considéré que la vie de l'enfant était absolument à observer pour comprendre comment s'établissent ces interactions tellement importantes et qui parfois deviennent des rapports de force. Et vous comprendrez très bien que ce rapport de force-là, c'est-à-dire j'ai faim, mais ma maman ne vient pas me donner à manger, c'est pas normal et je me sens en manque. Parfois, il y a des enfants qui vont hurler, redoubler de hurlements pour pouvoir manger, pour imposer leur rythme parce que c'est une nécessité psychique et organique pour eux. Mais il y a aussi des bébés qui vont dire ça doit être comme ça chez moi, mes parents savent ce qu'ils font et je vais donc m'adapter. La grande inconnue, c'est le type d'adaptation que nous avons opéré inconsciemment compte tenu du système familial dans lequel nous sommes nés. Il y a par exemple des enfants, je prends l'exemple d'une mère dépressive dont j'ai le cas actuellement. C'est une maman qui a été enceinte dépressive, qui a donné la vie de manière dépressive et qui a vraiment fait ce qu'elle a pu pour accompagner ses enfants, d'ailleurs plus qu'un, dans un univers dépressif. Et il y a quelque chose d'assez fascinant à comprendre dans cette cellule familiale-là, avec un père relativement démissionnaire d'ailleurs. Enfin bon, il fait aussi ce qu'il faut pour que la famille puisse tenir debout en allant chercher de l'argent pour la faire vivre, puisque la maman ne peut pas travailler. Et bien en fait, dans ces enfants-là, on voit bien un enfant qui, lui, s'est totalement adapté à cette mère dépressive en la secouant, en la heurtant, en l'animant, en allant vraiment la chercher dans sa torpeur, et l'autre enfant qui, lui, a considéré que cette maman devait être au calme, il ne fallait pas la déranger et pas en rajouter par rapport à ce que son frère faisait. Donc vous voyez bien que c'est la même situation, avec des modes d'adaptation absolument radicalement différents. Eh bien, dites-vous que ce type de système-là, ça existe au début de la vie, dans les premiers mois, et que ça dure en réalité toute la vie. Si vous avez été ces enfants agités, animés, enthousiastes, intéressés, riches dans vos compétences, avec un sentiment de vous appartenir et que tout le monde s'offre à vous, vous avez de grandes chances de le rester. Si dès le départ, vous avez considéré difficile la vie, compliquée la relation avec les petits camarades de l'école, pas possible de parler à papa et maman de ce qui vous dérangeait et en difficulté scolaire, vous aurez forcément une image de vous qui correspond à ce vécu-là. Et rien n'y pourra y faire si on n'en prend pas conscience, et on ne pourra même pas incriminer les parents, puisque ce ne sont pas les parents qui ont agi ainsi, mais c'est la façon dont l'enfant a perçu cette réalité. Il nous appartient donc de comprendre ce que nous avons fait de notre terrain initial et de ce que nous pouvons en dégager. Alors il est clair que Donald Winnicott, que vous avez là, est un personnage du milieu du XXe siècle, qui est un psychanalyste pour enfants extrêmement connu. C'est lui qui a dit « un bébé seul, ça n'existe pas ». Et surtout, il a apporté un concept qui s'appelle le holding. Holding, H-O-L-D-I-N-G. Le holding, c'est un principe qui fait que quand on est encadré dans la vie, quand on est soutenu,
à la fois vraiment et symboliquement, eh bien on s'en sort de toute façon beaucoup mieux. Et si vous notez bien, quand vous avez un jeune apprenti dans vos entreprises, ou une jeune recrue, fraîche et moulue de l'école, ou même sans bagage, et que vous avez besoin de former sur le tas, eh bien, sans holding, ce personnage-là ne pourra pas fonctionner de manière optimale. Vous êtes, à ce moment-là, des substituts parentaux inconscients et symboliques. Et ces substituts parentaux, il ne s'agit pas de les paterner, de les materner. Il s'agit en fait de devenir de véritables figures d'attachement. Et la question de l'attachement, elle vient buter contre un principe qui est la loi de Murphy. Vous connaissez peut-être la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est en gros, ça dit, si CAP a mal tourné, ça tournera mal. C'est un peu ça l'idée, d'accord? Et donc, effectivement, il y a des systèmes fatalitaires où on peut dire que si c'est mal engagé dès le départ, il n'y a aucune raison que ça marche. Et donc, tout votre, je dirais, votre talent de manager et de dirigeant d'entreprise va consister à apporter un terreau, un substrat à la fois professionnel, à la fois technique, mais à la fois affectif, pour que la personne qui vienne dans votre univers professionnel puisse se dire « je suis accueillie, je suis même, puisque j'ai été recrutée, on peut même dire que je suis adoptée ». Et vous voyez bien que de manière inconsciente et symbolique, bien sûr, nous sommes là dans une famille d'adoption. L'entreprise est une famille d'adoption qui doit générer un holding à son personnel. Sans passer par la case paternaliste. Hein. On est bien d'accord qu'on n'est pas là pour infantiliser les jeunes recrues, ou même les employés en général. On est là pour apporter un cadre sécure qui va favoriser en fait l'exploration de cette jeune recrue qui va se dire « Ah ben, j'ai le droit d'explorer et donc de faire mes premiers pas sans pour autant être comment dire, taxé d'incompétent, puisque j'ai droit à cette notion d'errance du départ, à condition que j'émette de la bonne volonté. » C'est-à-dire que toute personne à tout âge, dès lors qu'elle est amenée à se situer dans un univers d'exploration, est en fait en cours de grandissement d'elle-même, d'évolution d'elle-même. Grandir pour un enfant, ça passe par l'exploration. Et en réalité, quand nous arrivons dans un endroit inconnu, nous sommes des enfants qui explorons à notre façon et avec notre maturité évidemment, pour pouvoir en connaître davantage. Et je serais tentée de dire que la similarité est assez fascinante entre le monde matriciel de la famille et le monde matriciel de l'entreprise, puisque en réalité, dans la famille, nous avons une hiérarchie, dans l'entreprise aussi, une fratrie dans la famille, et les collègues sont aussi une forme de fratrie dans l'entreprise, et un règlement intérieur, lave-toi les mains avant de passer à table, et respecte les horaires. En fait, le principe est le même. Nous passons de la famille à l'entreprise, et nous restons dans une logique de matrice. D'accord ? Les indépendants, c'est un peu différent. Eux, ils ont accepté de changer la donne et de s'éloigner de la matrice pour être très, très, très autonome. Et vous allez voir dans un court instant à quel point être autonome n'est pas si simple et pas si beau. Donc, dans la logique relationnelle, vous avez là un personnage central qui s'appelle John Bowlby. John Bowlby, il a été avec Wilfred Bion, deux initiateurs de la pensée autour de l'attachement. Globalement, ce que dit Bion, c'est nous devons être dans une continuité de nous-mêmes. Pour être bien avec nous-mêmes, nous devons être cohérents avec notre pensée, savoir d'où on vient, ne pas nous renier, nous projeter dans un avenir que nous estimons favorable et travailler à cette intention. Et Bowlby, lui, avec Freud, parce que ce sont des post-freudiens, tous, ils ont vraiment produit un héritage, une continuité dans l'héritage de Freud, eh bien, tous sont d'accord pour dire que nous sommes des êtres humains en devenir et que les instances psychiques
régule notre système. Vous avez là le moi, qui est en fait, vous voyez, il y a beaucoup de conscients et beaucoup d'inconscients, plus d'inconscients. Le moi, c'est votre personnalité. Mais comment elle se régule, comment elle s'instaure? Eh bien, en fait, elle s'instaure par le rôle qu'elle a à jouer vis-à-vis de toutes les instances-là qui sont totalement inconscientes. Le surmoi, pas tellement, mais enfin, un petit peu, il y a un petit peu de conscient. Mais ces deux instances psychiques-là, le ça veut dire que c'est le monde de l'empire des impulsions, des pulsions, des émotions, et nous en avons tous, ça fait partie de notre nature. Et le surmoi, qui est très présent, c'est un peu le gendarme moral de chacun. C'est-à-dire que nous avons notre culture, nos traditions, nos règles de vie, nous avons également un sens du bien et du mal, du bon et du mauvais, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Nous avons un contrat social dans la tête, c'est-à-dire que nous respectons des règles communes de correction, de convenance. Tout ça, nous l'avons en nous de manière inconsciente. C'est-à-dire que quand l'enfant grandit, il l'intègre, tout simplement. Mais parfois, il se trouve que, comme dirait Eric Berne, que vous avez ici, parfois dans la question relationnelle, un grand problème se pose, un énorme problème se pose. C'est que l'autre n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on est. Et d'ailleurs, l'autre nous embête parfois souvent. Il n'est pas forcément en coopération. En fait, il est même le plus clair du temps en compétition avec nous, en rapport de force avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est moi? Et d'ailleurs, ça, c'est moi. En haut de la dune Big Daddy, en plein désert namibien, après 3 heures d'un effort extrêmement intense, à essayer de monter une dune de 300 mètres. Et le sable, croyez-moi, c'est compliqué. Donc, je suis extrêmement fière de moi. J'y suis arrivée. Mais comment j'y suis arrivée? Mais parce que justement, d'après Pierra Olanier, je suis dans une continuité de moi. Et cette continuité de moi, elle me permet d'avoir de l'ambition. Elle me permet de dire, c'est dur de monter cette dune, c'est même inhumain en réalité, mais il y a quelque chose de plus grand, plus fort, qui est mon ambition d'accomplissement. Cette histoire-là a duré 3h30. Ce ne sont pas 3h30 insignifiantes dans ma vie, ce n'est pas anecdotique. C'est ma réussite personnelle. Alors vous avez tous vos dunes de Big Daddy, à vous. Mais cette réussite personnelle, elle me permet de me dire que je suis dans une continuité de moi. Si vous voulez en savoir plus sur ce principe-là, je vous propose d'aller vers mon site internet, vernique-salvan.com. Alors, qu'est-ce que je suis au fond de moi? Qu'est-ce que mon histoire, mes relations avec ma famille, ce que j'ai observé, des relations par exemple entre mes deux parents, ou des dissensions entre mes deux parents, qu'est-ce que j'en fais? Alors, Jacques Lacan, que vous avez là, il nous a apporté beaucoup sur un phénomène qui est très intéressant, c'est l'image qu'on a de nous. Ça s'appelle le stade du miroir. Vous voyez là, ce petit bébé, c'est ma fille aînée, ce petit bébé, il découvre un autre bébé. Mais il ne sait pas encore à cet âge-là, elle a un peu plus de 7 mois, il ne sait pas du tout à cet âge-là que ce bébé qui est dans le miroir, nous on sait que c'est un miroir, c'est le reflet de sa propre image. Et on ne peut pas savoir ce que nous sommes au départ de la vie, comme ça, sans que nos figures d'attachement viennent nous donner une indication de ça. Parce que dans cette scène-là, moi, évidemment, comme toutes les mamans, comme tous les papas, j'ai dit, mais c'est toi. La vérité, c'est que j'aurais dû dire, c'est le reflet de toi. Mais là, comme elle n'était pas encore en hypocagne, c'était pas la peine de le dire comme ça. Parce que, en effet, elle doit s'approprier, cette petite fille qui est toute petite, qui est un bébé, elle doit s'approprier que ce reflet-là, c'est son image. Et vous imaginez bien à quel point c'est compliqué de penser ce que nous sommes, de nous voir tels que nous sommes. Eh bien, c'est ça la partie inconsciente et pulsionnelle et difficile de la vie. C'est qu'en réalité,
nous n'arrivons pas à voir ce que nous sommes. Il nous faut un miroir, et parfois un miroir grossissant. Et parfois, il y a même des gens qui viennent nous dire « T'as rien compris de ce que tu es, de ce que tu fais. Donc je vais te le dire parce que tu m'énerves. Tu ne comprends pas ce que tu produis. Et moi, ça me gêne. » Ce à quoi la personne en question va pouvoir dire la même chose. Alors, vous voyez bien qu'on est dans une civilisation où on a absolument besoin de vérifier que nous sommes capables de plaire, capables d'exister aux yeux des autres. Et d'ailleurs, c'est très naturel. Nous avons besoin de reconnaissance. Tout le monde dit « j'ai besoin de reconnaissance ». Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre la recherche de validation par autrui et la recherche de reconnaissance? Est-ce que vous y voyez, vous, une nuance? Pour moi, elle est flagrante. La réalité de la validation par autrui, c'est qu'on ne sait absolument pas l'image que l'on a. On est comme ce bébé-là, on n'en a aucune idée. Et ce qui est intéressant dans la validation par autrui, c'est que si l'autre ne nous donne pas ce regard sur nous, on est dans un désert absolu, on ne sait pas. Donc la validation par autrui, quand on la demande, c'est qu'on n'a tellement pas conscience de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on vit, ce qu'on représente, qu'on a besoin du regard de l'autre pour ça. Imaginez dans quel état d'esprit de soumission à l'autre on se place dans ce genre de situation. C'est épouvantable, la recherche de validation par autrui. Mais la recherche de reconnaissance, c'est autre chose. La recherche de reconnaissance, ça, vraiment, c'est ce que Eric Berne, que je vous ai présenté tout à l'heure, a évoqué. Il dit, nous avons 3 soifs. L'être humain a 3 soifs. La structuration, c'est-à-dire que nous avons besoin d'être dans un cadre défini pour nous sécuriser, sinon c'est l'anarchie. Et nous avons besoin de cette ossature pour nous grandir. Sinon, nous sommes des invertébrés insipides. Et nous avons besoin de stimulation aussi, car en fait, notre cerveau doit être exploré et exploité. Mais il dit aussi que nous avons besoin de reconnaissance, parce que la recherche de reconnaissance, c'est le fait de savoir vraiment ce que l'on représente, le travail que l'on a fourni, on peut lui donner de la valeur. On peut dire, j'ai bien travaillé sur ce dossier-là. Donc on en a la conscience. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'autre, par exemple le manager, le directeur de service, le collègue, peu importe, le client, disent, c'est vraiment un bon boulot. C'est que ce sentiment de soi soit partagé. Et c'est ce qui se trame dans la recherche de validation par autrui ou de recherche de reconnaissance dans les réseaux sociaux. Donc quand on diffuse son image pour être aimé, est-ce que parce qu'on sait qu'on n'est pas, on ne sait pas si on est capable d'être aimé, si on est aimable au sens du terme, digne de l'être, ou si au contraire on est sûr d'avoir fait quelque chose de chouette et que c'est bien que les likes soient cohérents avec le sentiment qu'on a de soi. Et vis-à-vis de vos enfants, de vos petits-enfants, peu importe, vous-même d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites dans les réseaux sociaux, qui ne sont pas à jeter, c'est quand même des grands espaces d'échange et de rencontres, mine de rien. Mais comment vous les considérez? Comme des recherches de validation ou comme des recherches de reconnaissance? Et puis, je reviens sur Winnicott avec ce masque, ce qu'on appelle le masque social, et lui il a appelé ça le faux self. Le faux self. Alors ça, c'est vraiment un gros problème. Le faux self, c'est quand on a absolument besoin de modifier l'image que l'on a de soi, parce qu'elle est peut-être négative, elle est peut-être instrumentalisée depuis très longtemps par une famille tout entière de dévalorisation permanente et dans des élans de dénigrement, de négligence, et que finalement on a fini par croire à tout ce message-là dénigrant. Donc on a besoin de se donner, de se doter d'un aspect facial supportable et cohérent par rapport aux attentes sociales. Et donc, on va se mettre à sourire de manière artificielle. Et il y a des gens qui vivent avec un masque social, un faux self, absolument en permanence. C'est constant. C'est-à-dire qu'ils le mettent... J'avais même une patiente
qui ne se démaquillait pas en se couchant pour que son mari la voie belle, qui se levait une fois qu'il était endormi pour se démaquiller, et qui se réveillait une demi-heure avant le réveil pour être sûr d'être fardée à la hauteur de ce qu'elle considérait comme une exigence. C'est le summum du masque social que j'ai pu connaître à ce jour auprès de mes patients. En fait, le masque social, c'est une telle difficulté de se reconnaître tel que l'on est, qu'on irait chercher une image qui paraîtrait beaucoup plus satisfaisante, en tout cas digne d'être aimée. Comme si en réalité on en avait une conscience. Parce que dans l'image de soi, vous avez donc l'image que vous avez de vous, vous avez l'image que vous voudriez donner de vous, et de toute façon, vous avez l'image que les autres ont de vous qui ne vous appartient pas et à laquelle vous ne pouvez strictement rien. Et il va falloir, pour grandir et explorer et aller de plus en plus vers un sentiment d'accomplissement et de sérénité, d'intégrité de soi, il va falloir accepter que l'image que l'on donne, elle est cohérente avec l'image que l'on a, qu'elle n'est pas forcément dépréciée, et que le discours qui a sous-tendu pendant tellement longtemps autour de la dégradation, la dévalorisation, est un discours qui ne représente pas ce que l'on vit de soi. Et ça s'appelle la différenciation. C'est-à-dire qu'à un moment, pour aller mieux, il faut accepter d'avoir une pensée propre, d'avoir le droit de se séparer de la pensée telle que l'on a vécue dans un bain ambiant familial et parfois professionnel, et qui nous a conduit à avoir peur de montrer qui nous sommes. Donc le but, c'est d'être soi-même. Le problème, c'est que tout ce que nous avons à engendrer dans la vie représente une logique parfois de relations toxiques. Voyez ? Et on ne pourrait même pas s'en passer. On ne pourrait même pas faire autrement. En fait, on serait tellement habitué à vivre un système de domination, par exemple, ou d'agression constante, parce qu'on l'a vécu petit, et que dans le fond, on s'y est habitué, qu'on n'en est pas mort, et que ça, il y a même qui disent « ça m'a aguerri, ça m'a rendu tel que je suis ». Ben oui, mais est-ce que c'est pour autant acceptable ? Donc, quel que soit le système dans lequel vous avez grandi et auquel vous vous êtes adapté, à vous de déterminer s'il est propice au bonheur ou pas. Vous avez aussi les systèmes répétitifs. On refait les mêmes choses tout le temps. On a quelque chose dans la vie de complètement routinier. Alors, je ne dis pas que la routine est une mauvaise chose, je dis même que dans la famille, c'est des bons repères et que pourquoi pas. Et après tout, quand on est bien comme ça, il n'y a aucune raison de s'en priver. C'est même plutôt assez apaisant de savoir ce qui va se passer. Les personnes âgées, d'ailleurs, ont de plus en plus, au fil des ans, besoin de repères temporels. Donc la routine est pour elles essentielle. C'est pas pour rien qu'on a imaginé des programmes télé adaptés pour eux, de manière à ce qu'au fil de la journée, ils puissent se repérer dans le temps. Donc la routine n'a rien de mauvais, mais sauf si, en fait, nous sommes contraints par nous-mêmes, personne d'autre nous y contraint, à répéter des systèmes qui ne nous apportent pas réellement beaucoup de satisfaction, mais dont on pense qu'on ne pourrait pas modifier quoi que ce soit. On est dans une forme de fatalité. Cette fatalité n'est inscrite nulle part, sauf dans l'inconscient de certaines personnes qui se croient condamnées à refaire les mêmes choses. Nous avons également des gens qui sont beaucoup dans une espèce d'idéologie selon laquelle elles seraient un produit de leur passé. Donc l'esprit fatalitaire vient aussi se greffer là-dessus, et en étant nostalgique d'une histoire ancienne, elle ne pourrait pas imaginer dépenser toute cette énergie à prospecter et explorer un futur envisageable. En fait, ce sont des gens qui se considèrent le produit de leur passé. Or, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous ne sommes pas des produits de notre passé. Nous sommes capables, en fait, avec conscience, de nous définir en fonction de nos ambitions, en fonction de nos perspectives, en fonction de nos désirs, de nos projections de nous-mêmes. Ça nous définit. Mais le fait d'avoir grandi, par exemple, dans un univers donné, ne nous appartient pas en propre. Nous l'avons
souvent subi. Est-ce que le fait d'avoir des parents, par exemple, défaillants, nous condamne à la défaillance? Pas du tout. Ça peut nous amener à des reproductions de défaillance si on n'en prend pas conscience. Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui nous définira. Ce qui nous définit, c'est notre pensée, nos actes et nos ambitions pour nous-mêmes. Il y a aussi cette question qui est absolument fondamentale aujourd'hui, c'est la question du pulsionnel, comme ça, de l'impulsif. Des comportements agressifs notamment, où en réalité, nous assistons à un schéma profondément infantile, où je fais parler comme ça mon dynamisme à moi, comme si j'étais un enfant qui ne réfléchit pas, et je vais après le justifier en disant « oui, mais c'est toi qui m'as incité à ». Je vous donne l'exemple d'une jeune patiente qui a été terrassée à un moment par le comportement de son petit ami. Ils étaient dans la voiture, ils cherchaient une place, et elle, à un moment, dit « oh, regarde, là, il y a une place ». Lui, ça faisait un bail qu'il était excédé par la circulation, le fait d'être en retard et je ne sais quoi, et il lui en a collé une, mais alors, comme ça, de manière impulsive, soudaine. Elle est restée estomaquée, et c'est en séance après qu'elle a pu en parler. Et je lui dis, surtout, ne me dites pas la suite, je vais vous marquer sur un bout de papier ce que je crois que ce garçon a dit juste après la baffe, et vous allez me dire si c'est vrai. Et ce que j'ai marqué sur le papier, c'est ça, c'est « regarde ce que tu me fais faire. Regarde, c'est à cause de toi si j'en arrive à te coller une baffe. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que quand on agit mal, c'est tellement culpabilisant, tellement sordide pour soi de se vivre dans un tel état d'inconséquence qu'en fait, on a besoin de projeter la faute sur l'autre. La notion de projection est quelque chose d'extrêmement courant aujourd'hui et on appelle ça un mécanisme de défense. C'est une stratégie de protection psychique. Et d'ailleurs, en ce moment même, si vous allez par exemple sur ma page Instagram, vous verrez toute une série sur les mécanismes de défense, ce que l'on est amené à faire de manière inconsciente, qui n'est pas joli, mais dont on a vraiment besoin pour équilibrer quelque chose de très dangereux en nous sur le plan psychique. La projection, c'est l'idée que l'on puisse attribuer à l'autre une faute qui en réalité nous revient. Et nous ne pouvons pas le supporter, que ça nous revienne à nous. Donc, c'est la faute de l'autre. Et tant que vous entendrez, tant que vous-même vous direz que c'est la faute de l'autre, de l'État, du gouvernement, des clients, des prestataires, des je ne sais qui, vous occulterez votre responsabilité propre. Nous avons une responsabilité dans la coaction. Je ne dis pas que les environnements ne sont pas néfastes, mais accuser l'autre, c'est vraiment risquer de tomber dans un piège que vous allez comprendre dans quelques instants. Parce que ce piège-là, c'est le sabotage. Le sabotage, c'est-à-dire que dès lors que l'on ne se sent pas responsable, mais qu'en revanche, l'autre l'est, par définition, l'autre avec une majuscule, l'autre en général, nous omettons de faire un examen de conscience personnel. Et sans examen de conscience, nous subissons en réalité le monde, l'État, les impôts, je ne sais quoi, la crise, peu importe, sans pouvoir se dire que nous avons en fait une part notable à imaginer. Et c'est un appel, littéralement, à la créativité. Nous devons apprendre à être créatifs compte tenu des contextes. Je ne dis pas qu'ils sont favorables, je suis d'accord avec cette idée. C'est en ce moment très difficile. Mais c'est toujours moins difficile que des gens qui sont sous les bombes. Et de toute façon, ça sera toujours une exploration pour vous nécessaire de compte tenu de ce qui se passe. Demandez-vous sans arrêt, qu'est-ce que je pourrais faire qui ne dépende que de moi pour améliorer quelque chose et surtout pour ne pas me trouver dans mon piège. Le problème, et ça c'est Freud qui l'a dit, alors ça on ne voit pas très bien, mais là c'est un doudou dans un état de putréfaction, littéralement. Freud a dit, nous n'allons pas forcément vers la jouissance, vers le plaisir. L'impulsivité, c'est le plaisir. C'est la jouissance du « c'est moi qui ai droit ». Je veux, j'obtiens. C'est donc un principe dit de plaisir. Il y a aussi un principe dit de réalité.
je veux et j'aurai si c'est possible. Et là, dans la question du doudou, c'est que nous avons besoin, certes, de jouissance, de satisfaction, on va dire, mais nous avons aussi besoin du familier. Et le gros problème de ça, c'est qu'on irait plus favorablement vers du familier, même s'il n'est pas très confortable, tant qu'il n'est pas trop étrange pour nous. Or, n'oublions pas, et je le répète à l'envi, c'est bien parce que nous allons explorer des zones inédites dans notre vie que nous pouvons grandir. Aller vers le familier, c'est aller vers la régression infantile. Et on appelle ça, dans mon jargon, on appelle ça de la fixation infantile. C'est-à-dire que si on n'explore pas des choses nouvelles, si on continue de rester dans le familier, en fait, nous bloquons le processus d'évolution. Donc, nous restons des enfants. L'évolution, c'est toujours l'exploration. L'exploration, oui, mais parfois à des prix très très douloureux. Car en réalité, nous reproduisons parfois des choses qui sont littéralement dysfonctionnelles et, je dirais, contre-productives pour nous-mêmes. Ça, c'est un sujet qui m'est cher, puis ça fait plus de 10 ans que je travaille sur cette question. J'ai commis 2 livres, et dans celui que vous avez là, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, si vous m'en faites l'honneur, vous verrez que nous reproduisons incroyablement un nombre terrible de choses. Et évidemment, souvent, à notre détriment. Parce qu'en réalité, tout part d'une souffrance. Quand on est petit, le simple fait d'être frustré est une souffrance. Il ne s'agit pas forcément de baffe. On peut aussi, en psychanalyse, souffrir d'être trop aimé de sa maman. Donc, on est bien d'accord, la notion de souffrance est extrêmement vaste. Mais quand il s'agit de se situer dans un système, une configuration de souffrance, où il y a de la dévalorisation, de l'humiliation, du dénigrement, ou alors il y a des parents qui se disputent tout le temps et on ne sait pas comment agir, on se sent impuissant quand on est petit. Bref, toute forme de situation dite de souffrance, la seule façon qu'un enfant, parce qu'il est très impuissant à agir évidemment, la seule façon qu'un enfant a de se proposer de grandir, c'est de s'adapter. Et donc cette adaptation va produire la normalisation de la situation de souffrance. Je suis humiliée, mais c'est normal parce que je vaux rien. Mon père me bat, mais c'est normal parce que j'ai fait des bêtises. D'accord ? Donc, vous pouvez imaginer toutes sortes de choses. Dans les 2 livres que j'ai commis, il y a en tout, sur les 2, il y a peut-être une 60aine de cas de patients réels qui vous prouveront que dans toutes les situations de la vie, quelle que soit la situation, en famille, entre amis, au boulot, avec des enfants, avec des parents, avec des conjoints, peu importe, nous reproduisons ce dont nous avons souffert, précisément. Et ça nous amène effectivement à cette reproduction. Cette reproduction, elle est triple de ce dont nous avons souffert, soit sur moi, j'ai été humiliée, je continue à m'humilier parce que je crois en ce discours et que je le perpétue. Sur l'autre, je reproduis sur l'autre, j'ai été battue, mais ça m'a pas rendu, ça m'a guéri, ça m'a rendu plus fort, ça a fait de moi ce que je suis, et donc finalement ça a des vertus, et je vais battre mon enfant. C'est-à-dire, il y a une occultation, il y a une omission, une amnésie littérale de ce moment où, en tant qu'enfant, il a souffert d'être battu par son père, puisque maintenant il a transformé le système, il s'est tellement adapté qu'il considère que ça a des vertus. Et effectivement, une situation assez dramatique aussi, quand on reproduit sur les 2, sur soi et sur l'autre. Par exemple, j'ai le cas d'un patient qui est extrêmement exigeant à l'égard de ses enfants, mais à un degré tyrannique et persécuteur, et qui en fait s'en veut horriblement et en souffre de ce qu'il est, sans pouvoir modifier quoi que ce soit. C'est d'ailleurs heureusement pour ça qu'il consulte. Donc on peut reproduire ce qui nous a fait souffrir initialement, sur soi, sur autrui ou sur les 2. Dans les loyautés invisibles, nous avons cette idée selon laquelle tout le système familial, tout le système affectif, tout le système transgénérationnel, et je dirais
tous les substituts familiaux, donc dans le monde social de l'entreprise par exemple, enfin le monde en dehors de la famille c'est l'endogène, l'extérieur de la famille c'est l'exogène. Donc il y a des substituts. Les patrons, parfois, ils ressemblent à des parents. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que dans les situations de reproduction inconsciente, si vous avez eu un père, admettons, extrêmement autoritaire et persécuteur, très exigeant et brutal, et que votre patron ressemble à ce père, ça vous appartient d'ailleurs en propre, c'est dans votre histoire. Vous n'êtes pas spécialement allergique à la hiérarchie, mais cet homme vous rappelle ce père, et vous aurez beaucoup de mal à frapper à sa porte pour lui demander un service, une augmentation ou un conseil. C'est extrêmement difficile. Parce qu'en réalité, ça vient réactiver quelque chose de l'ordre de la souffrance ancienne. Et donc, dans des loyautés invisibles, nous sommes coincés. Nos loyautés nous imposent de nous taire parfois pour apaiser les tensions familiales, pour épargner un parent qui est en grande difficulté, inconsolable. Bref, on ne dit pas les choses. On ne les dit pas. Et parce qu'on ne les dit pas, moi je les fais dire à distance avec les gens. Je voudrais mettre un point d'honneur là-dessus pour dire à quel point je me sens détentrice d'une espèce de dépoussiérage de la psychanalyse qui fait que maintenant c'est la psychanalyse qui va au patient et pas l'inverse. Pas forcément. J'ai un cabinet. Mais la téléconsultation a pris maintenant à peu près 80% de mon temps et j'organise mes journées en fonction des décalages horaires, c'est vrai. Donc je commence ma journée avec l'Asie qui, elle, est à l'après-midi ou au soir, voire même la Polynésie pour qui c'est la veille. Et je construis ma journée avec l'Europe, l'Afrique, puis les Amériques qui se réveillent et qui me consultent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une opportunité exceptionnelle de comprendre qu'il y a désormais dans la société des gens, et des jeunes d'ailleurs, avides de comprendre ce qui ne va pas dans leur reproduction inconsciente, parce que bien souvent, ce sont des gens qui sont allés à l'autre bout de la planète. Les expatriés, ils vont très très loin, ils gagnent très très bien leur vie, mais ils partent avec leurs valises, et dans leurs valises, ils y mettent les mêmes troubles familiaux, les mêmes culpabilités, les mêmes douleurs historiques qu'ils ont toujours supportées. Donc pourquoi? C'est qu'en fait, on ne parle pas assez. Alors voilà, pourquoi on ne parle pas assez? C'est parce qu'on ne sait plus verbaliser. Je vous propose de réaliser à quel point c'est dangereux et grave. C'est que maintenant, compte tenu qu'on lit moins et qu'on écrit moins surtout, on perd à peu près 450 mots de vocabulaire. En tout cas, les jeunes perdent 450 mots de vocabulaire, ce qui est gravissime. Chez les adultes, c'est à peu près 300, 350. Mais c'est considérable. Il faut se remettre à parler, il faut se remettre à lire, il faut se remettre à écrire. Et là où c'est intéressant, c'est que cette ligne verbale qui est là, elle va vous séparer du flou à l'identification des situations. Tant que vous êtes en dessous de la ligne verbale, vous ne l'avez pas passée, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas communiqué, tout est de l'ordre de la sensation chaotique et des perceptions diffuses. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est en verbalisant la situation, en disant voilà ce qui se passe dans cette situation et voilà ce que du coup je vais être amené à considérer et à produire, vous pouvez vous en sortir. Et d'autant plus qu'une fois qu'on a identifié la situation, on a pu mettre des mots dessus, eh bien on va pouvoir comprendre les causalités de la situation dite désastreuse, qui nous a quand même piégés, puis on va pouvoir créer une forme d'empathie, je comprends mieux l'autre, je comprends mieux moi, et mes réactions, et aboutir à des interactions de qualité. Donc en fait c'est une nécessité maintenant de se dire, plus je verbalise une situation, plus je la comprends. Plus ça me permet d'y réfléchir, et plus j'opère le changement. C'est ainsi que nous allons pouvoir, grâce à la verbalisation, gérer les débordements, gérer les conflits, gérer les addictions, gérer les somatisations, gérer les impulsions et la violence. Si nous laissons les gens dans un univers de pulsionnel, qui est de l'ordre du passage à l'acte, nous avons ce qui se produit maintenant de plus en plus, et c'est un drame absolu,
ce que nous voyons notamment dans les collèges, avec des enfants qui, à 13 ans, prennent un couteau de cuisine et vont, assassiner, il n'y a pas d'autre mot, leur professeur d'espagnol. Par exemple, c'était le cas à Sanary au début de l'année. La question du pulsionnel, chez les adultes, il n'y a pas que les jeunes qui font ça. Les féminicides, c'est du pulsionnel. Tout acte, tout passage à l'acte, c'est le pulsionnel non élaboré, c'est-à-dire rien n'est passé par la tête, rien n'a été réfléchi, et c'est la main qui parle à la place de la bouche. La main devient le vecteur de l'expression plutôt que la pensée. Voilà le passage à l'acte. Donc, dans la question de la gestion des émotions, nous devons nous ajuster dans la relation pour admettre que réfléchir, c'est observer l'autre et en conclure quelque chose pour s'harmoniser à ce qu'il est. On dit la peur se rassure, la tristesse se console, la colère s'apaise et la joie se partage. Si vous voulez rassurer une tristesse, ça n'a pas de sens. Si vous voulez consoler une joie, ça n'a rien à voir. Bref, vous ne pouvez pas tout mélanger. Et vous voyez que dans cette gestion simple des émotions, vous pouvez arriver à un état relationnel satisfaisant parce que, en réalité, vous avez compris ce que l'autre aimait et vous pouvez apporter la réponse appropriée. Si vous ne le faites pas, l'autre, immanquablement, se sentira non compris, enclenchera un sentiment de rancœur, voire de rancune, et peut-être que dans son immense désarroi flou, non élaboré, c'est-à-dire non pensé, il pourra commettre le pire. Alors le pire, parfois, c'est pas grand-chose, mais parfois le pire, c'est la catastrophe. Donc nous devons symboliser. C'est ça qu'on appelle en psychanalyse, c'est la solution. Se comprendre, c'est chercher à mettre des signaux, des signes, des images, des éléments de compréhension qui en fait sont compatibles avec tout le monde. Si on met ce symbole-là, ça devient un langage. Eh bien c'est la même chose pour les situations. Vous devez apprendre à symboliser. C'est-à-dire, quand je suis en rage, quand je suis un collégien de 13 ans, où ça ne va pas dans ma famille, où je ne suis pas bon à l'école et j'ai l'impression d'être dévalorisé, qu'est-ce que je peux en dire? Comment je me sens, plutôt que de me faire prendre un couteau. Donc ça va nous permettre de symboliser, d'élaborer, de réfléchir à ce que je fais, ce que je suis, ce que je vis, ce qu'on me fait vivre, ce qui se passe. Ça va me permettre de calmer mes émotions, ça va me permettre de me contenir, ça va me permettre de représenter à mon conscient la situation qui me trouble. Ça va permettre de faire des liens. Tiens, c'est quand même bizarre. Je suis dans cette situation alors que je le suis depuis longtemps et que je retrouve sans arrêt les mêmes travers dans mon cursus. Ça va permettre aussi d'apprendre. Et on ne peut pas grandir si on ne continue pas à apprendre. Et la finalité, vous l'avez compris, c'est de s'exprimer. Et s'exprimer, ça a beaucoup de sens. Dolto disait tout est langage. Ce que nous construisons, c'est dans le langage une image de soi, une manière d'aimer et une expressivité. Et quand vous avez la capacité de comprendre que la relation, ce sont des besoins relationnels constants, c'est-à-dire j'ai besoin d'impact dans la vie, sinon je ne me sens pas vue, reconnue, je n'existe pour personne. Donc j'ai besoin de faire un dessin, de le montrer à ma maman quand je suis petit, mais si ma maman, elle regarde ailleurs, elle n'est pas assez disponible, elle est trop évanescente, elle ne comprend pas la réalité de ma nécessité, je risque d'être très seule, très désespérée, et de devoir m'autonomiser, non pas au travers d'un enrichissement affectif, mais au travers de ma solitude. C'est ce qu'on appelle un attachement insécure, évitant. Je vais faire sans, je vais y arriver, je vais être super autonome, mais je serai très vide.
dans la relation. Si on a la chance d'avoir une maman réceptive, alors quand je dis maman, on est bien d'accord, parents, peu importe, grand-mère, ça n'a pas d'importance, figure d'attachement. Si j'ai la chance d'avoir un adulte auprès de moi, un référent, et au boulot c'est la même chose, qui va prendre acte de ce que je lui présente et qui va le partager dans ce moment comme ça tellement précieux, je serai enrichie de cette relation. Et le besoin d'impact, il est concomitant avec le besoin d'initiative. C'est-à-dire que, pour l'illustrer, imaginez que dans mon cabinet de consultation, j'ai une boîte de mouchoirs. Moi, c'est mes fournitures scolaires, les boîtes de mouchoirs. Parce que la gestion des émotions, ça passe aussi par la boîte de mouchoirs. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la boîte de mouchoirs à côté de moi. J'aurais pu la mettre à côté du patient. Comme ça, il se sert. Il se dit, après tout, je suis accueilli, j'ai le droit. Sauf que, 2 points bloquants pour moi. Le premier, c'est que ça suppose invariablement qu'il sera triste. Il n'y a pas de raison. Le deuxième point, le plus essentiel pour moi, c'est que quand ce personnage en face de moi qui raconte son histoire se met à avoir une émotion et déclenche des larmes, en fait, il a besoin, dans son besoin relationnel, d'impact. Et pour vérifier qu'il a eu de l'impact, il faut que je fasse une initiative, il faut que je produise une initiative en lui tendant la boîte de mouchoirs. C'est à ce seul compte-là qu'il va savoir qu'il n'est pas passé inaperçu. Et nous avons tous besoin de ça, nous avons besoin de ne pas passer inaperçu. Donc, quand vous l'observez chez les autres, ayez l'initiative en acquiesçant, en posant une question, en reformulant pour être bien sûr d'avoir compris. Cet échange-là n'est pas que visuel, il sera verbal et il sera vraiment un élément de construction de la relation. D'accord? Et c'est pareil pour les autres. Quand vous avez ce besoin d'impact et que vous observez que dans votre entourage, ça tombe par terre sans être repris, vous pourrez en conclure que la relation n'est pas établie et vous ne pouvez pas forcément en attendre grand-chose. Mais vous pouvez aussi vous dire, là j'ai quand même besoin d'avoir une meilleure relation avec ce personnage qui n'a pas fait grand cas de ce que je lui ai dit. Je vais insister peut-être, ou lui redemander, ou préciser quelque chose. Bref, agir pour éventuellement modifier quelque chose, mais ne pas en rester là. La bonne équation, c'est le fait de pouvoir identifier nos émotions, comprendre nos réactions, symboliser nos expériences. Et c'est ça qui crée la relation. Mais ce qui l'améliore encore, c'est quand on a 3 dimensions à avoir toujours près de soi, en conscience. C'est d'ailleurs faire preuve de bienveillance. En réalité, je ne sais même pas pourquoi on le dit, on devrait l'admettre comme étant le point de départ initial pour tout, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc chercher de la bienveillance, ajouter des réponses adaptées, appropriées aux situations, pédagogiques pour les enfants, professionnelles pour les adultes, etc. Et ne pas oublier que le facteur éminemment important, c'est que ça soit constant. Si vous agissez de manière bienveillante avec des réponses adaptées, mais que c'est variable en fonction de votre humeur, vous établissez un attachement insécure. Si vous n'êtes pas très très bienveillant, mais on peut vous faire confiance parce que vous êtes fiable, parce que vous avez des réponses adaptées aux situations, et que vous êtes constant là-dedans, mais il va manquer quand même l'élément tellement important de la relation. Bref, pour devenir, je dirais, de bons managers, de bons parents, de bons amis, de bons enfants même, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut toujours avoir à l'esprit que ces 3 éléments-là sont absolument décisifs pour se sentir bien dans la relation et pour se sentir être des gens bien tout court. Sinon, nous avons de l'ambivalence, nous avons de la désorganisation, nous avons de l'évitement. Et le problème, moi je pense toujours au ce big quit. Le big quit, c'était au moment du Covid. Par centaines de milliers, des gens ont renoncé à leur CDI pour devenir boulanger en Ardèche, éleveur de chèvres ou de vaches dans le Morbihan ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que la question managériale était véritablement la plus douloureuse. Ils aimaient bien leur boulot. Ils avaient fait des études pour,
Ils voulaient être dans la continuité d'eux-mêmes, comme je l'ai dit initialement. Sauf que ils ont été en but à une difficulté d'avoir un management, de subir un management parfois ambivalent, parfois désorganisé, et peut-être même dans l'évitement. Donc eux-mêmes ont fini par éviter ce système et sont sortis des rails. On les a perdus pour la cause de l'entreprise, et c'est dommage. Pour mieux comprendre tout ça, la question de l'attachement et la question des liens, je vous propose de vous référer à ce que j'ai mis sur mon site internet. Il y a une vingtaine de sujets sous forme de replay d'un webinaire, il y a la gestion des émotions, il y a l'attachement, il y a la relation à l'autre, comment gagner en estime de soi. Enfin, il y a une foultitude de sujets grand public et très accessibles que je vous propose d'aller voir. Le but, c'est de s'individuer. Le but, c'est d'arriver à dire qu'on a davantage de conscience, davantage de responsabilité intérieure, davantage de cohérence psychique et que ça produit davantage de liberté. Quand on est menotté, quand on est piégé par soi-même, en fait, on n'est pas libre. Et on ne peut en vouloir à personne, contrairement à ce que beaucoup font. Donc, l'idée, c'est la boussole intérieure dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'idée de se dire, qu'est-ce que dans mon psychisme, je peux faire, je peux exploiter pour créer une conscience. Comment va se constituer ma conscience? Eh bien, ce surmoi, ce bon surmoi, c'est de se dire, si j'entreprends quelque chose, à quoi je dois m'attendre? C'est-à-dire d'y réfléchir, d'anticiper les éventuelles difficultés et de les accepter si elles sont acceptables, mais de ne jamais s'arrêter simplement parce qu'il y a un petit peu de difficulté. Et c'est le gros problème actuel, c'est le manque d'efforts. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de managers qui manquent d'efforts aussi. Manque d'efforts de compréhension, manque d'efforts d'exploration de leur métier, des nouveautés, manque d'efforts en général. Donc nous avons à nous dire, qu'est-ce que, avec ma pensée, je peux opérer? Et c'est ça, et franchement, j'ai une galerie de portraits que je trouve merveilleuse. Regardez un peu ça. Ce sont des personnes qui, au bout du compte, ont fini par être sereines, accomplies, en confiance avec elles-mêmes. Et elles sont en cohérence avec elles-mêmes, dans une continuité d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles représentent des gens qu'on dirait bien. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui a pris soin de moi, de mes proches, de mon patrimoine, de mes valeurs, que j'ai respecté les gens, que je suis restée dans le contrat social. Et qu'au bout du compte, cette tranche d'âge, 35 ans, 65 ans, qui est ce qu'on appelle l'âge de la générativité, c'est-à-dire qu'on accomplit des choses incroyables, on magnifie une carrière, on optimise un patrimoine, on crée un héritage, il y a des choses formidables, donc on s'occupe des siens, de nos proches, les vieux, les jeunes, peu importe qui, les amis, on bouge, on sort, on vit, on découvre. Eh bien tout ça, en fait, imaginez-vous qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas obtenu cet élan, cette impulsion en eux pour explorer des choses et apprendre des choses nouvelles. Et donc, on peut imaginer qu'il y a la bonne colonne de la générativité et la mauvaise colonne de la stagnation. Et il y a des gens entre 35 et 65 ans qui sont dans une stagnation. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut viser loin. Dans cette optique-là, on peut se dire, si je m'en tiens à ce que je fais maintenant, et que je ne sais pas comment je vais le vivre après, ça ne sert à rien. La colonne de la générativité est là, la colonne de la stagnation est ici. Et au-dessus de ça, il y a une dernière tranche d'âge qui crée un challenge existentiel monumental. La générativité produit de l'intégrité de soi, un sentiment d'accomplissement et de bonheur. Et la colonne de la stagnation va se terminer par, au-delà de 65 ans, un sentiment de désespoir. Et pour avoir accompagné des personnes âgées dans le grand âge, où on voit objectivement qu'ils savent qu'ils ont raté les portes, qu'ils savent qu'ils sont restés dans la stagnation, qu'ils savent qu'en fait, leur mauvaise relation avec leur famille, les enfants qui ne viennent pas leur rendre visite, tout ça, c'est eux qui n'ont pas agi, qui n'ont pas été en responsabilité de leurs propres actes, et qui ont cru que c'est les autres qui faisaient
des fautes. Ils ont mis la responsabilité sur leurs enfants qui ne viennent pas les voir, etc. Eh bien, en fait, ils sont désespérés. Et le désespoir du grand âge, je ne le souhaite à personne. Donc, c'est pour ça que je vous propose, pour finir, de vous dire que pour vous comprendre, pour aller mieux, il faut déjà voir loin, avoir cette ambition de pouvoir se dire, à la fin de ma vie, je serai dans la bonne colonne. Je ne peux pas me permettre le désespoir du grand âge. C'est trop grave, c'est trop dur. C'est trop dur pour soi, c'est trop dur pour l'entourage. Avec une perte d'autonomie, une perte de sens, une perte cognitive, un petit truc effarant. Nous avons à être dans l'exploitation de toutes nos ressources affectives, intellectuelles, relationnelles, pour nous dire que nous avons fait de notre vie une belle œuvre. Je vous remercie.